Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première e-matinale de Colissimo. Je m'appelle Annette Burkdorf, je suis journaliste franco-allemande et je suis ravie d'animer cette première édition qui est consacrée au sujet de la RSE. Donc nous sommes en direct du siège du groupe La Poste à Paris et aujourd'hui nous essayons de répondre à la question comment faire de la RSE un levier de développement commercial durable. Apparemment, le sujet vous intéresse parce que vous êtes près de 300 connectés et ça, c'est vraiment formidable. Un grand merci à vous tous. Donc, le développement durable, je pense que nous avons tous un rôle à jouer. Voilà, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'impact environnemental des produits qu'ils achètent. Nous sommes tous des consommateurs. Donc, nous voulons moins de matières, des matières plus responsables et recyclées, le respect des droits humains, une livraison plus verte. Et je dirais la liste est très très longue. Alors, comment les acteurs du e-commerce, les sociétés de livraison et les collaborateurs aussi, comment ils prennent en considération les envies, mais aussi les attentes des consommateurs? On va voir tout ça tout de suite. Donc, cette matinée s'organise en 4 séquences avec des tables rondes jusqu'à 11 h. Donc, on est ensemble jusqu'à 11 h. Vous pouvez bien évidemment poser des questions quand vous voulez et ça se passe dans le chat à droite de votre écran. Alors, en plus, vous pouvez liker les questions, celles que vous trouvez les plus pertinentes. Et en plus, nous avons gardé les questions que vous avez déjà posées lors de votre inscription. Et on va prendre toutes ces questions, dans le respect du temps, bien évidemment, lors des séances questions et réponses. Sachez également, comme vous pouvez voir, nous n'allons pas porter des masques ici sur le plateau parce que nous respectons la distanciation sociale et aussi les mesures sanitaires ici, mais aussi tout autour. Donc, bon, maintenant, je dirais, c'est parti pour la première séquence et je suis ravie d'accueillir tout de suite Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo et Laure Mandaran, directrice RSE de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Bonjour Laure, bonjour Jean-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, bonjour Annette. Alors Laure, je voudrais commencer par vous. Donc la RSE, on peut le dire, je pense que c'est dans l'ADN du groupe La Poste depuis longtemps. Mais qu'est-ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui ? Alors bonjour à tous. Effectivement, ça fait un petit peu plus de 20 ans que le groupe La Poste est très engagé en la matière, que c'est intégré dans notre stratégie. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Cette maturité aujourd'hui, elle est reconnue par nos parties prenantes et en particulier par les agences de notation extra-financières. Alors on est très fiers parce que c'est la 2e année consécutive que l'agence Vigeo Eiris nous reconnaît comme numéro 1 mondial, tous secteurs confondus. Donc ce sentiment de fierté, il est partagé par nos 240 000 collaborateurs. Mais le défi est grand parce qu'être le premier, il faut le rester et les défis sont majeurs. Majeurs pourquoi? Parce que les exigences réglementaires, notamment dans le domaine du e-commerce et ce qui relève aujourd'hui à la fois des emballages, du devoir de vigilance, des enjeux climatiques et de qualité de l'air sont absolument titanesques. On a aussi des engagements très très forts et des volontés de la société civile de voir le monde économique accélérer. Donc c'est également un très beau booster et en même temps un défi très important. La Convention citoyenne, il n'y a pas très longtemps, nous rappelait à nos obligations. Et puis nos clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises, ont énormément d'attentes à notre égard, des attentes de plus en plus matures, de plus en plus personnalisées et territorialisées. On ne fait pas du générique, il faut du personnalisé et on est très attentif à ça. C'est la raison pour laquelle on a une démarche très exigeante. Je reviendrai sur des actions concrètes et Jean-Yves également. Je pense que pour rappeler quand même l'enjeu de cette gouvernance, c'est qu'aujourd'hui la RSE, elle doit faire partie des critères d'appréciation des grands projets stratégiques d'une entreprise. Donc la direction financière, la direction de la stratégie sont des entités qu'il faut embarquer. Le marketing, c'est très important puisque pour avoir une performance, il faut que nos marketeurs, dans le cycle de vie de conception des offres, intègrent ces préoccupations extra-financières. Et la Poste, c'est un peu plus de 500
directeurs d'établissement au courrier colis. Et ça veut dire qu'il faut être en capacité de susciter l'intérêt à agir de nos managers. Ça passe notamment par des dispositifs d'implication, de mobilisation et puis aussi d'objectivation dans l'appréciation de la valeur d'un établissement, d'un compte de résultat, tout en ayant des démarches participatives et impliquantes. Donc on ne s'ennuie pas, c'est merveilleux. Alors, ce que vous avez dit, vous étiez précurseur, vous étiez où tout ça, vos actions sont reconnues par les clients. Donc ce sont des acquis vraiment solides, ce sont des atouts. Mais là, tout s'accélère. En fait, on vit vraiment une transformation énorme, environnementale, sociétale. Je dirais même c'est un bouleversement. Comment on peut rester leader dans ce contexte ? Là, on vit une période qui est charnière, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est reconnu comme leader, mais rester leader, c'est extrêmement exigeant, extrêmement difficile. La RSE, c'est des champs extrêmement vastes. Vous en avez parlé, l'environnemental, le social, le sociétal. Ce qui a été pour nous fondamental, c'est que ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que l'ensemble des dirigeants travaillent à la structuration de notre nouvelle stratégie à horizon 2030. Alors après un travail extrêmement exigeant et de concertation, on a posé notamment la RSE dans un certain nombre de priorités stratégiques. Et aujourd'hui, l'ambition est importante puisqu'on vise à garder cette longueur d'avance en étant une entreprise à impact positif. Alors c'est complexe, on va essayer d'y revenir tout à l'heure. Et surtout, l'enjeu, c'est que ce soit au service de tous les territoires. Ça, je pense que c'est très important. Hein. C'est dans l'ADN de La Poste d'être au service de toutes nos parties prenantes et également d'être un accélérateur des transitions écologiques et énergétiques pour tous nos clients, que ce soit dans nos postures, dans notre performance, dans les partenariats qu'on peut nouer, mais aussi dans la valeur intrinsèque des offres qu'on peut proposer au bénéfice de nos clients et des clients de nos clients. Alors, être une entreprise engagée sur son périmètre de responsabilité, c'est bien. Je pense que ce qui nous caractérise et qui, moi, me motive tous les matins en me levant, c'est que La Poste elle a un rôle d'entreprise engageante et transformante. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous soyons à l'origine de structuration de filières. Vous êtes sûrement au courant que pendant 10 ans, La Poste a œuvré pour la structuration d'une filière de véhicules électriques qui aujourd'hui est présente. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. La Poste a également œuvré sur les 5 dernières années pour structurer avec les pouvoirs publics le standard français de compensation carbone. On en parlera tout à l'heure. Je pense qu'on peut également être très fiers puisque désormais c'est au service de tous les acteurs économiques. Et puis ce qui est important pour nous, c'est que notre savoir-faire et notre légitimité, nos retours d'expérience puissent servir à susciter l'intérêt à agir, notamment de nos clients, dans une démarche finalement d'essaimage de tout ce qu'on peut mener. Alors juste un focus quand même sur un sujet qui nous est cher, c'est le climat. Alors on est très fiers et je pense que les équipes de Jean-Yves aussi, on a une performance majeure rapportée au colis, tu en parleras tout à l'heure Jean-Yves, mais tout ça c'est 10 ans de structuration, d'une démarche de mesure, de réduction, de compensation. Alors la réduction, vous en parlerez tout à l'heure quand on parlera de logistique urbaine, mais on a aujourd'hui l'une des plus grosses flottes de véhicules décarbonés au monde. Ça représente un peu plus de 52% de notre flotte, cette flotte qui est décarbonée, sans compter les modes doux, les vélos cargo, les tournées piétonnes. Là aussi, on vous donnera des illustrations. Et tout ce qu'on n'a pas pu réduire, on appelle ça des émissions résiduelles, eh bien depuis 10 ans, La Poste, elle finance des projets dans le monde et en France qui sont des projets reconnus par les meilleurs standards internationaux qui, au-delà de capter du carbone, vont apporter des co-bénéfices sociétaux. C'est un sujet important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de la neutralité carbone. Ce que je voudrais juste spécifier, c'est que nos projets sont à la fois des projets de réduction, mais également des projets de séquestration. Ça veut dire que ce sont des puits carbone qui contribuent à cette fameuse neutralité mondiale et à ce zéro net émission que nous cherchons tous à atteindre. Donc, c'est un défi absolument majeur. Alors, je dirais que là, que vous avez des arguments. Alors, on a bien compris le E dans la RSE, mais il y a aussi le volet S, le côté sociétal. Où en êtes-vous là aujourd'hui? Alors, je pense qu'à La Poste, on est assez à l'aise puisque, avant tout, on est une entreprise engagée en faveur de la cohésion sociale et territoriale. Je pense que le contexte sanitaire n'a fait que renforcer ces préoccupations autour de cette solidarité, de cette lutte contre les fragilités et la contribution à ce lien de proximité. Je pense que La Poste est, de ce côté-là, très, très attendue et reconnue. On a beaucoup d'attentes de nos clients sur des sujets sociétaux, j'en citerai 4, la diversité, l'inclusion, quand on parle notamment du retour à l'emploi et de l'accès à l'emploi pour les jeunes et les seniors, tout ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, on parle beaucoup de clauses d'insertion, mais également d'actions majeures, je citerai le sujet de la lutte contre l'électronisme par exemple, et puis bien sûr le maintien de ce lien de proximité qui est majeur. Et alors, bien évidemment, tout ça, c'est en accord avec votre volonté de devenir une entreprise à mission. C'est pour quand, justement ?
Alors, après 18 mois de travaux pour définir notre raison d'être, avec un travail important de consultation de toutes nos parties prenantes, d'ici quelques semaines, donc début juin, officiellement, nos statuts auront évolué pour intégrer cette utilité sociétale et nous serons donc une entreprise à mission. Merci, super. Jean-Yves, donc on a bien vu avec l'or ce qui a été mis en place en fait au niveau du groupe. Maintenant, chez Colissimo, qu'est-ce qui se passe et quels sont vos engagements? Merci Annette, merci Laure. Effectivement, c'est enthousiasmant ce qui se passe. Alors chez Colissimo, nous sommes neutres en carbone. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous compensons 100% des livraisons que nous faisons. Laure en a parlé, et ça, c'est un élément depuis 2012. Donc depuis 2012, c'est un acte fort. Mais on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. Hein, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. On a toutes les actions que nous engageons, on prend les critères RSE dedans. Donc ça veut dire que pour le transport, nous avons 80% de nos transports qui sont optimisés. Optimisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on est passé de transport avec semi-remorque en palette à des transports où on fait ce qu'on appelle le vrac rangé. Alors le vrac rangé, c'est quoi? C'est que finalement, vous mettez bien les cartons, vous les rangez dans votre camion. Et puis on a utilisé aussi des caisses mobiles. Les caisses mobiles, c'est 100 mètres cubes au lieu de 70 mètres cubes pour un semi-remorque classique. Ces actions, ça permet d'économiser 30% de CO2. Pourquoi? Parce qu'on met 30% de carton en plus. Alors ça, c'est un premier élément assez important sur le transport et c'est un pari qui était osé à l'époque. Et puis deuxième élément, c'est on a investi sur 5 nouvelles plateformes nouvelle génération. Et ça, ces nouvelles plateformes nouvelle génération, elles sont au meilleur certificat HQE. Elles servent à quoi? Elles servent à trier les colis du e-commerce. Et dans ces plateformes, nous pilotons l'électricité, la consommation d'électricité. Nous utilisons de l'électricité issue d'énergie renouvelable. Et puis, on a aussi travaillé sur tout ce qui est thermique, isolation thermique des plateformes. Et ces deux approches, ça vous a permis de réduire de combien, en fait, les émissions? Ces approches-là, ça nous a permis, entre 2013 et 2019, de réduire de 10%. Ah ouais. 10% nos émissions de CO2 par colis. OK. Quand on regarde maintenant la responsabilité sociétale. Alors sur la responsabilité sociétale, c'est la deuxième partie du RSE, en tout cas la première en l'occurrence, sociétale. Effectivement, le Colissimo, on s'inscrit dans le groupe La Poste et dans les actions que mène le groupe La Poste. Mais concrètement, on a travaillé sur l'utilisation et l'usage des travailleurs en situation de handicap. Et donc là, ça veut dire quoi? Chez Colissimo, on a 6%, plus de 6% d'emplois qui sont occupés par des personnes qui sont en situation de handicap. Et puis, on a également 14 000 personnes qui travaillent au sein du groupe La Poste. Donc là, c'est l'exemplarité, l'utilisation de ces personnes sur des emplois complets. Et c'est une volonté importante puisque c'est la société. Deuxièmement, on a travaillé également sur, mesdames et à nous tous, c'est un thème important pour La Poste et pour Colissimo, c'est l'égalité homme-femme. Alors on est plutôt bien positionné au sein du groupe La Poste et au sein de Colissimo, puisqu'on a un score à 94% en termes d'égalité. C'est pas parfait, il faudrait être à 100, il n'y a pas de raison. Pourquoi pas encore à 100? Mais ça prend du temps. Voilà, on a 52% de femmes qui occupent des emplois de cadres à responsabilité, d'encadrement, et 52% des postes qui sont occupés par des femmes. Donc, on va y arriver. Ça prend un peu de temps, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Effectivement, on a un deuxième axe aussi, c'est les gens qui travaillent dans nos plateformes, les gens qui livrent les colis du e-commerce. On travaille avec eux sur nos nouvelles plateformes, on a travaillé avec des ergonomes, ça nous a permis d'améliorer les conditions de travail, les troubles musculo-squelettiques. Et donc, du coup, c'est très concret. Ça se traduit par la réduction du taux d'accident aussi de 50% en 5 ans. Et c'est aussi le bien-être au travail, non? C'est ça, si on travaille sur l'ergonomie, sur tout ça?
Oui, c'est le bien-être. Effectivement, l'engagement des équipes dépend aussi de ça et leur qualité de service dépend de leurs conditions de travail. Donc on est très convaincu qu'il y a un effet vertueux autour de ces conditions-là. Ok, ça c'était, je dirais, un état des lieux maintenant. Si on se projetait dans l'avenir, quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions? Ben, effectivement, sur l'avenir, j'ai décidé pour Colissimo de faire de la RSE un axe de différenciation au service de nos clients pour qu'ils nous choisissent en fait, parce qu'on a ce critère en plus, et autour de quelques programmes clés, la logistique urbaine et la livraison décarbonée. Donc là, sur 27 agglomérations en France, on lance un programme qui permet d'utiliser tous les modes doux et de revoir nos schémas de distribution, notamment à Paris par exemple. Là, on a un enjeu à plus court terme, 2024, 100% décarboné, mais il y a les autres agglomérations également. Et puis, on a également un deuxième programme qui est sur tout ce qui est emballage recyclable. Alors, dans le e-commerce, c'est un élément assez important. On va être challengé. Et donc, on veut faire émerger l'utilisation de ces emballages recyclables avec nos clients. Et donc, qui puissent passer sur nos réseaux de transport, nos réseaux de tri. Et troisième élément, pas des moindres, c'est qu'on veut donner, et c'est ce qu'on fait, on donne la visibilité sur les émissions de CO2 par colis. Qu'est-ce que c'est l'utilité à la fin? C'est que nos consommateurs, les consommateurs de nos clients, ils vont pouvoir faire un choix en conscience, un choix éclairé sur l'environnement et sur l'usage de tels moyens de transport. Et ça permet de dire, nous on veut chez Colissimo avoir une promesse. Une promesse, c'est la promesse d'une livraison plus responsable et réussie. C'est un défi pour le e-commerce, pour les clients qui nous regardent et puis pour tout notre environnement de travail, parce que c'est un challenge pour nous tous dans la société. Le e-commerce, c'est aussi l'amélioration de cette empreinte sur laquelle nous travaillons chez Colissimo avec toutes les équipes sous la gouvernance de Laure. Super, en tout cas, je pense, en vous écoutant, on peut dire bravo, bravo à toutes les équipes parce que c'est un travail d'équipe. Tout ce que vous avez réalisé, vous pouvez vraiment en être fiers. C'est formidable. Je pense qu'on a tous compris que la RSE, elle est vraiment au cœur de votre stratégie et au cœur de votre activité. Alors maintenant, je vous propose de prendre les questions qui ont été envoyées et le plus likées. Alors, à quelle échéance Colissimo espère être capable d'offrir une solution complète, first mile, last mile, 100% décarbonée? Jean-Yves? Ok, je découvre la question. Donc, effectivement, c'est une question pas si simple, l'échéance. Comme je vous l'ai dit, effectivement, à Paris, en fait, on a ce programme sur la livraison décarbonée. Notamment à Paris, on s'est fixé l'échéance de 2024. Mais la réalité, c'est que chaque contexte dépend de l'agglomération. Donc en fait, on a un programme qui va jusqu'à 2030 pour arriver à 100%. Il faut qu'on étudie tout et tous les contextes. Par contre, on a maintenant toutes les solutions et on avance assez vite. Sur le first mile, c'est une chose un peu différente. C'est que là, il faut qu'on travaille d'abord sur le groupage des colis qui nous sont amenés dans nos plateformes pour les trier. Et l'utilisation de solutions nouvelles comme l'hydrogène pour ces camions qui font ces relations de collecte de colis. On va prendre la prochaine question. Quelle est la répartition et la nature des actions de compensation? Je pense que Laure, c'est pour vous. Oui, donc j'adore cette question. Je réaffirme juste une chose, c'est que la compensation ne vient qu'après avoir réduit nos émissions de CO2. Donc avant tout, on est mobilisé depuis 20 ans sur la réduction, tous les matins, sur le comportemental, l'optimisation logistique et les technologies, notamment en termes de carburant et d'énergie. Alors une fois qu'on a mené toutes ces actions-là, il y a des émissions résiduelles. À la Poste, c'est un peu plus de 2 millions. Chez Colissimo, c'est un petit peu moins de 300 000. L'enjeu pour nous, c'est d'aller chercher les projets de compensation à l'international les plus qualitatifs, donc qui sont reconnus par des standards internationaux, le Gold Standard, le VCS. Et la nature de ces actions-là, c'est soit des actions de réduction, par exemple, on va mettre des fours améliorés, qui permettent d'éviter en fait d'aller couper du bois et d'avoir une efficience de combustion plus intéressante, ce qui fait qu'au global, il y a moins d'émissions de CO2 et qu'on améliore les conditions sanitaires
de ces populations locales. Je citerai un autre exemple. Vous avez ce qu'on appelle des biodigesteurs. Alors c'est assez technique. On a un magnifique projet au Vietnam, c'est-à-dire qu'on prend des déjections animales qui polluent énormément et qui génèrent des maladies très importantes, notamment au Vietnam. Et donc ces déjections vont être utilisées pour créer du biogaz, qui est de l'énergie décarbonée, qui va permettre de substituer une combustion carbonée, une combustion décarbonée. C'est ce différentiel qui permet en fait de réduire les émissions de CO2. Et puis enfin, je citerai quand même, je l'ai dit tout à l'heure, la séquestration. Aujourd'hui, on parle tous de zéro émission nette. L'enjeu, c'est de capter du carbone. Et ça passe par des projets notamment forestiers. Donc on va aller gérer mieux la forêt ou planter des arbres qui notamment vont permettre de capter ce carbone. Et c'est ça qu'on appelle les fameux puits. Et la Poste est investie depuis 5 ans, puisque ce sont des projets qui souvent sont très complexes. Il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, on est l'acteur le plus positionné sur ces projets dans le monde et surtout en France, puisque c'est l'enjeu majeur, c'est que les émissions qu'on ne pourra pas réduire à l'échelle mondiale, ces puits devront être là pour les compenser. Donc on est sur tous les fronts. Merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup pour vos réponses, votre énergie, vos convictions, vos engagements. Merci à vous deux. Merci Annette. Merci Annette. Alors, nous allons maintenant passer à notre deuxième séquence, la RSE, comment elle se traduit dans la chaîne de valeur des entreprises. Et pour en parler, j'accueille maintenant Benoît Huc, directeur commercial Colissimo, qui sera accompagné par 2 clients qui mènent eux aussi une politique RSE très ambitieuse. Caroline Bordel-Lelanne, directrice adjointe RSE chez Cdiscount, et Emmanuel Cubier, directeur supply chain de Maxi Coffee. Bonjour à vous trois. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va voir maintenant avec vous comment les e-commerçants et les marketplaces s'engagent également au quotidien. Peut-être Caroline, Emmanuel, je voudrais commencer juste avec quelques mots sur vos entreprises. Peut-être Emmanuel, si vous voulez commencer avec Maxi Coffee. Donc Maxi Coffee, c'est l'expert café numéro 1 sur Internet. On a à destination des particuliers mais aussi des professionnels. On a un portefeuille de 8000 produits qui touchent de près ou de loin à l'univers du café, du barista et du coffee shop. Et l'approche RSE, même si je ne suis pas le mieux à même d'en parler dans sa globalité, fait partie de nos fondements et voilà, nous habite au quotidien. On va aller un peu plus loin dans quelques instants. Caroline. Oui, alors Cdiscount est né il y a un peu plus de 22 ans maintenant à Bordeaux et est devenu le leader français du e-commerce avec un peu plus de 4 milliards d'euros de volume d'affaires. Et on a une offre qui est très large, qui couvre tous les besoins des Français avec des produits high-tech, électroménagers, maison, mode, etc. Et aussi des services, le voyage, l'énergie, etc. Et en fait, c'est notre raison d'être, de favoriser l'accès aux biens et aux services au plus grand nombre. Tout en construisant une économie numérique qui soit responsable et solidaire. Et donc, vous le voyez, la RSE est au cœur de notre stratégie. Super. Et je pense que tout le monde connaît quand même Cdiscount. Alors, Emmanuel, concrètement, maintenant, la RSE chez Maxi Coffee, comment ça se matérialise ? Donc je vais vous en parler de façon plus spécifique au niveau des opérations logistiques et de tout ce qu'on met en œuvre de façon opérationnelle. Bon, sur le produit en tant que tel, évidemment, nous, on promeut le café, même si on répond à tout type de besoin, on promeut le café dans sa version la plus pure, c'est-à-dire autour d'un concept qui est celui du specialty coffee, qui est respectueux de la chaîne d'approvisionnement, des méthodes de stockage qui sont isobars, isothermes, des méthodes de torréfaction qui sont très spécifiques pour respecter la nature du café et pour proposer une solution café la plus agréable possible pour le consommateur. En tout cas, c'est ce qui est une de nos recettes. C'est le retour. Voilà, oui. C'est une des retours de nos clients. Sur les autres parties, donc sur la partie opérationnelle, donc nous on travaille avec des partenaires principalement au niveau du consommable et du suremballage, donc carton, qui sont agréés FSC, c'est-à-dire qui ont une politique de renouvellement des forêts et en tout cas de démarche durable de notre environnement.
Donc c'est le cas pour les cartons qui sont recyclés à 70% et de nos solutions de calage qui sont en papier kraft recyclés à 100%. Mais là où on a investi dès le début, à une époque où c'était vraiment un investissement et un coût pour nous de le faire, ça a été sur le colisage de nos commandes. Qui nous ont permis d'optimiser deux choses. Un, le vide dans les cartons, et deux, l'optimisation du chargement des camions. Sur l'optimisation du vide, donc on a investi dans des machines qui permettent de réduire la hauteur au niveau du produit le plus haut dans le colis. Et du coup, donc de réduire au moins dans la hauteur le vide, même s'il en reste un petit peu sur les côtés. Certainement des machines plus abouties du côté de chez Cdiscount. Et également le chargement de par le format des cartons qu'on a choisi. C'est-à-dire qu'on a des cartons qui font un quart de palette Europe pour les plus gros. Ensuite, on a un deuxième modèle qui fait la moitié du carton le plus gros et un petit carton qui fait la moitié du carton moyen. Ça nous permet de faire des palettes parfaites. Et ça, justement, cette optimisation, ça vous permet de réduire... ça nous a permis, notamment avec nos partenaires transporteurs, ça nous a permis de réduire de 40% à peu près le nombre de ramasses et le chargement de nos camions. Donc ça, c'est un deuxième aspect sur lequel on a été attentif dès le début. Et voilà. Mais super, donc en tout cas, ce que je comprends, que c'est très important, vous mentionnez le produit sur lequel vous travaillez, mais également l'emballage. Donc il faut éviter le suremballage, le vide, tout ce que vous avez mentionné. Merci. Caroline, maintenant chez Cdiscount, vous êtes également bien évidemment très impliquée, ce que vous avez dit, sur tous les sujets de la RSE, l'emballage, éviter le vide. Comment ça se passe ? Alors oui, tout à fait. Comme l'évoquait Emmanuel, déjà, il y a un travail au niveau du choix des matériaux pour nos expéditions. Donc, on utilise des cartons qui sont labellisés FSC ou PEFC. On utilise des encres qui sont végétales. On utilise aussi des cartons sur lesquels on vient inscrire des consignes de tri, donc pour permettre à nos clients d'adopter les bons réflexes. Et puis, on a également supprimé tout ce qui était calage plastique il y a plusieurs années. Parce que le plastique, par exemple, en France, est très peu recyclé. Oui, ce sont des filières qui sont encore en train de se structurer, tout à fait. Donc ça a été un choix qu'on a fait il y a plusieurs années. Et puis, on travaille sur, évidemment, la réduction de la consommation de carton. Alors, on a investi il y a maintenant 6 ans sur des machines d'emballage 3D que vous pouvez voir en même temps, qui nous permettent de venir emballer le colis au plus juste, en fait. Donc vraiment, on vient scanner le produit et le carton est totalement ajusté au produit. Et donc, ça nous permet d'avoir vraiment une absence totale de vide dans nos expéditions. Et aujourd'hui, on a plusieurs actions de réduction. Évidemment que ces machines, on a été les premiers à investir à ce niveau-là au niveau européen. On en a 6 aujourd'hui. Et on a au total 85% de nos flux qui sont aujourd'hui optimisés. Mais c'est un niveau de perfectionnement incroyable, ce qu'on voit là dans les images. Et quand on a des volumétries telles que les nôtres, c'est important. Chaque pourcentage de vide gagné a vraiment un impact. Et ce travail-là nous permet de réduire de 30% en moyenne le vide dans les colis. Et ça a un impact direct sur le nombre de camions qu'on met sur les routes, qui est du même ordre. Donc tous les ans, 30% de camions en moins qu'on utilise pour nos expéditions. Donc c'est vraiment très impactant. Des vrais résultats. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, c'est le sens de notre action, d'être orienté sur de vrais résultats massifs et d'investir dans ce sens-là. Et puis, on travaille aussi pour permettre de supprimer l'emballage quand on peut. Donc, par exemple, on a sur les gros produits, on expédie sans suremballage. Et puis, on a décidé de proposer à nos clients une nouvelle option dans leur parcours. En fait, ils peuvent choisir aujourd'hui d'avoir leur produit qui est envoyé sans suremballage sur tous les petits produits. Et donc, c'est une option qui est proposée par défaut. Dans le parcours d'achat, donc le consommateur, si le produit est éligible, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de fraude ou de casse quand le produit va être expédié, en fait, on lui propose dans le parcours cette option.
et il doit la décocher s'il ne veut pas avoir ça. C'est très bien dans ce sens-là. Voilà, et c'est vraiment notre logique, c'est de venir amener le client avec nous, à questionner aussi ses choix et ses habitudes. Donc c'est vraiment toute la démarche qu'on a aujourd'hui sur de nombreux sujets. Et puis le dernier point, c'est d'innover, notamment avec des partenaires comme La Poste. On travaille sur des sujets aussi liés à l'emballage de l'avenir, donc des emballages réutilisables. On a fait plusieurs tests en 2020 et on est aujourd'hui en train de réfléchir à la façon de le déployer pour couvrir encore plus de parts dans notre assortiment. Voilà, donc c'est un gros travail sur l'emballage, évidemment, et puis derrière sur toute la chaîne transport, avec les actions de réduction du vide qui ont un impact direct, avec du chargement en vrac également qu'on teste avec le groupe La Poste, et puis bien sûr le déploiement de flux au fur et à mesure qui sont de plus en plus verts, donc des flottes électriques, que ce soit pour venir chercher les colis dans les entrepôts, pour derrière faire la livraison de dernier kilomètre, etc. Donc on combine la LGV, le GNV, les véhicules électriques, autant que faire se peut. Voilà. Bon, c'est fascinant de vous écouter et en plus avec les résultats vraiment très concrets, formidable. Donc on a vu ces deux belles marques très engagées, vraiment très avancées, je dirais. Benoît, vous êtes leur partenaire. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que les clients vous challengent de plus en plus ? Oui, effectivement, la RSE est un sujet de préoccupation majeur pour nos clients e-acheteurs et d'une manière générale pour la société. Et je crois que ça pose un véritable challenge pour notre industrie du e-commerce. C'est probablement un des principaux challenges à résoudre dans les mois, dans les années qui viennent. Et puis Colissimo veut prendre évidemment toute sa part pour, à côté de nos clients et de nos partenaires, aider à trouver des solutions et à résoudre des problématiques en co-construisant à vos côtés, aux côtés de nos clients, des solutions utiles pour vous. Alors je vais en donner quelques exemples. On a vu à l'instant au travers du témoignage d'Emmanuel et de Caroline de sociétés qui sont très matures sur l'emballage. Ce n'est pas le cas de tous les clients. Donc dans ce cas-là, on peut accompagner, conseiller, partager des expériences pour faire grandir et optimiser l'emballage. Il y a le passage au vrac, Caroline l'évoquait à l'instant. On est en train de le tester sur plusieurs de nos grands clients. On gagne, Caroline le rappelait, à peu près 30% d'import en plus. C'est autant de camions en moins sur la route et autant de pollution en moins. Et puis on est capable de mesurer l'empreinte CO2 au colis. On est capable de vous dire que c'est la livraison à domicile qui est la moins polluante, d'autant moins polluante qu'on réussit à livrer du premier coup, au premier passage. Et elle est moins polluante que dans les cas où le e-acheteur doit se déplacer, utiliser un moyen de transport et a fortiori le sien propre pour aller récupérer le colis dans un entrepôt. Donc on est capable de calculer au colis près grâce à l'éco-calculateur. On est capable de vous remettre aussi un certificat neutre en carbone, puisque vous l'avez compris, Colissimo, le groupe La Poste est neutre en carbone depuis 2012. Et puis nous allons plus loin aussi. Nous avons développé un logo qui va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans, écologique, que vous pouvez mettre sur votre tunnel de vente. En fait, il est gratuit, il fait partie de notre offre et vous pouvez revendiquer comme ça l'utilisation de Colissimo comme étant neutre en carbone. C'est à la fois une source de satisfaction, probablement de repeat business et une bonne façon d'allier le RSE et le business. Et puis nous n'arrêtons pas là. Les initiatives auprès de nos clients sont complétées par des initiatives auprès de certains partenaires. Caroline l'évoquait à l'instant. On est en train de tester sur nos plateformes des solutions d'emballage réutilisables. Et puis on pense bien mettre en œuvre une certification dans les semaines et dans les mois qui se présentent à nous. Merci beaucoup Benoît. En tout cas, moi, je pense, en tant que consommatrice, c'est vraiment très très important de rendre visible et en parler des actions parce que même si nous, on est déjà sensibilisés aux enjeux climatiques et tout, on n'évalue pas forcément vraiment l'impact de toutes nos commandes. Donc, formidable. Merci. Maintenant, je vous propose de prendre vos questions, les questions que vous avez envoyées. Alors, et le plus liké. Donc, quelle est la politique de Cdiscount vis-à-vis des vendeurs en marketplace ? Alors, on a un service de fulfillment qui permet aux vendeurs de la marketplace de venir stocker leurs produits dans nos entrepôts, qui est un service qu'on développe énormément, qui a vraiment très fortement progressé ces dernières années et qui permet aux vendeurs marketplace de bénéficier de toutes nos innovations, de tout notre engagement et de tout ce que font aussi les transporteurs avec lesquels on travaille, parce qu'évidemment on travaille avec un ensemble de transporteurs. Et donc vraiment, en développant ce service-là, on permet à nos vendeurs marketplace
marketplace, de bénéficier de la rapidité de la livraison, de la diversité de modes de livraison et de nos actions pour réduire l'impact environnemental de la livraison. Donc c'est la bonne façon pour traiter cette partie livraison sur la marketplace. Merci beaucoup, Caroline. On va prendre la prochaine question. Comment Maxi Coffee s'assure des bonnes conditions de travail chez les cafetiers? Chez les cafetiers, ouais. Là, je pense que c'est pas forcément la question sur laquelle je vais pouvoir le mieux vous répondre. Ça sur des bonnes conditions de travail chez les caféiers. Je ne sais pas. J'ai pas de réponse en tout cas sur ce sujet-là. Je pourrais vous répondre sur d'autres questions plus liées à la mise en valeur de la démarche écologique lors du transport. Comment valoriser ça alors que depuis des décennies, on nous explique que c'est la gratuité du transport et la rapidité du transport qui prime par-dessus tout. Et comment faire pour responsabiliser un petit peu l'e-acheteur sur comment dire, une responsabilité sociétale et environnementale liée à sa livraison. Oui, je pense que là, il y a tout un tas de choses à faire. Aujourd'hui, c'est pas du tout un des critères qui apparaît dans les tunnels de transformation des e-commerçants. On est plutôt sur, voilà, comme je vous le disais, sur de la gratuité, de la rapidité, toujours plus vite. Avant même qu'on ait l'idée d'acheter, il faut qu'on ait limite reçu le produit. Hein. On avait même à l'époque entendu des programmes chez certains e-commerçants qui anticipaient la livraison pour que les colis soient directement dans des centres des réseaux de distribution avant même que les acheteurs aient passé leur commande. Donc pour freiner cette folie, voilà, il faut mettre du sens à tout ça, et je pense que de mettre en avant, comme Jean-Yves Graal mentionnait tout à l'heure, l'empreinte environnementale à la commande, au colis, dans le tunnel de transformation, et de pouvoir montrer l'impact et la responsabilité qui incombe à chacun, de la mettre en valeur, je pense que c'est ça qui pourra faire la différence. Et là, je peux vous répondre, l'impact, ça sur des bonnes conditions de travail chez les caféiers, j'avoue que c'est une question que je ne pourrais pas, en tout cas, moi, sur ma thématique supply chain, vous répondre. Merci Emmanuel. On prend une troisième question. Donc, comment concilier RSE et développement à l'international? Quels sont les pays les plus sensibles aux thématiques RSE? Déjà, sur la première question, toute l'offre Colissimo est compensée et donc neutre en carbone, du coup, y compris l'offre internationale. Dès lors que vous utilisez l'offre export Colissimo vers les 220 destinations de par le monde, vous êtes assuré que la livraison est neutre en carbone. Quant au deuxième point, je pense que c'est un phénomène, je dirais presque planétaire. En Europe, tous nos grands partenaires et nos grands voisins ont signé l'accord de Paris. On a les pays nordiques, on sait, avec l'Allemagne, chère à Annette, qui sont précurseurs. On a vu même la Chine qui est en train d'en faire un sujet de préoccupation et de santé publique. Et on voit le nouveau président américain aussi qui est en train de recoller aux accords de Paris, en train d'en faire un objectif prioritaire, stratégique pour les États-Unis. Donc tout ça est de bonne aloi. Merci, un grand merci Caroline et Emmanuel. Voilà, on a eu 3 questions, vous avez répondu à ces 3 questions. Donc Benoît, vous restez avec moi pour la prochaine séquence. C'est la 3e séquence consacrée à la livraison et aux solutions de logistique urbaine. Donc Benoît, vous promettez une livraison responsable et réussie. La livraison green bout en bout, c'est une vraie attente des consommateurs, ce qu'on a vu. Mais comment on peut aller encore plus loin en étant déjà 100% neutre en carbone? Alors la prochaine étape, c'est la décarbonation. Décarbonation qu'on va opérer sur le dernier kilomètre, donc un dernier kilomètre décarboné. On va le déployer progressivement sur 35 agglomérations
en France, sur les zones à faible émission, mais pas seulement. Et comment on va procéder? En repensant la chaîne logistique urbaine. D'une part, remplacer les grands camions polluants par des véhicules utilitaires électriques, par des vélos cargo, et ainsi donc avoir un mode de livraison doux. Et puis repenser aussi les flux d'injection dans les grandes agglomérations en massifiant, en mutualisant au maximum et en créant des infrastructures de hub. Et puis, le deuxième axe aussi, c'est de coller au plus près aux besoins, au choix et à la disponibilité du UI acheteur en faisant en sorte qu'il soit livré où il veut, quand il veut, pour éviter effectivement de repasser plusieurs fois, retenter de le relivrer au domicile, pour éviter qu'il se déplace aussi sur un point de relais, par exemple. Benoît, merci beaucoup pour cette introduction au sujet. Je vous libère et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. À tout à l'heure, Annette. Oui, et donc je retiens 2 points, je dirais, 2 points importants. Il faut mutualiser les flux et les infrastructures et limiter le déplacement des acheteurs en ligne. Ce sont des sujets que nous allons aborder maintenant avec nos prochains invités. Laurent Ménager, directeur opérationnel Île-de-France chez Colissimo, Frédéric Delaval, directeur général délégué d'Urbi, et Paul-Ambroise Archambault, président de Stuart et Pickup. Bonjour et bienvenue, messieurs. Merci beaucoup. Donc, Laurent, ma première question, c'est pour vous. Donc, vous êtes directeur des opérations Colissimo en Île-de-France. J'imagine qu'il y a beaucoup d'opérations à mener, vu la densité en Île-de-France. Peut-être pour commencer, pour comprendre le périmètre, quelques chiffres clés. Bonjour Annette, oui, notre périmètre de jeu, c'est l'ensemble des 8 départements franciliens. On a 2 activités principales. La première, c'est une activité de concentration des e-commerçants qui sont nombreux sur le territoire de l'Île-de-France. Et notre deuxième activité, elle est liée à la livraison et c'est de desservir les 12 millions d'habitants en Île-de-France. On dessert à peu près 80 millions de colis chaque année. Et on est articulé autour d'un réseau de 3 plateformes de tri, un centre d'échange internationaux, 2 plateformes multi-activités, 17 agences de livraison. Et sur les territoires les plus ruraux de l'Île-de-France, plutôt en deuxième couronne, on se repose aussi sur nos collègues du courrier avec leurs établissements et les facteurs. Mais Laurent, comment on peut être RSE dans ce contexte-là? J'imagine que ce n'est pas facile. Ça nous oblige, l'ambition est plus importante au regard effectivement du périmètre qu'on a évoqué. Nous, on a déjà anticipé une première action il y a un peu plus de 2 ans. On a converti 100% de nos véhicules en propre en mode électrique. On a acheté une centaine de Master Z2. On a fait une expérience sur le 3e et 4e arrondissement de livraison en vélo cargo qui a duré un petit peu moins d'1 an et qui s'est plutôt bien passé en termes d'organisation et d'accueil client. Et plus récemment, on a créé notre premier, cette fois-ci de manière plus durable encore, établissement de logistique urbaine sur le territoire des 5e et 6e arrondissements et dans le quartier de Mouffetard. C'est génial ce projet, mais est-ce que c'est en mode de projet ou est-ce que c'est déjà opérationnel, ce ELU? Alors non, c'est complètement opérationnel, Annette, puisqu'on l'a ouvert depuis le 30 mars dernier. On livre à peu près 5000 colis chaque jour, 70% sur un mode doux, donc plutôt en vélo cargo, et le reste, des colis qui sont un petit peu plus volumineux, en véhicule électrique. On reçoit un très bel accueil aussi des Parisiens qui sont très heureux de recevoir ce colis sur ce mode de livraison doux. Et alors, à quand les autres quartiers, les quartiers de l'Ouest? Quelles sont les prochaines étapes, Laurent? Alors, on avait une ambition importante puisque, en fait, le premier travail qu'on a fait, c'est au regard des zones à faible émission qui concernent pour nous Paris et le Grand Paris. Je vais rappeler 2 grands jalons importants. Le premier, il est en 2024, sur lequel il n'y aura plus de diesel qui rentrera dans Paris et dans le Grand Paris. Quand on parle du Grand Paris, c'est quand même plus de 80 communes et c'est à peu près la moitié des habitants de l'Île-de-France, donc 6 millions d'habitants. Et puis en 2030, plus de véhicules thermiques. Nous, l'ambition qu'on porte au niveau du groupe La Poste et de Colissimo, c'est de pouvoir avoir une livraison complètement décarbonée à l'échéance des JO de 2024. Et donc de multiplier l'expérience qu'on vient de décrire sur le ELU de Mouffetard. À l'échelle de Paris, on pense qu'il nous faut 5 ou 6 établissements de logistique urbaine pour couvrir la totalité des arrondissements. Et de pouvoir transformer aussi, bien sûr, cette livraison sur le dernier kilomètre. Sur le Grand Paris, l'ambition est forte. On parle de quasiment 1200 véhicules.
Bon, on a bien compris, les ambitions sont fortes, ce que vous avez dit, et les flux sont essentiels. Mutualiser les flux. Oui. Alors, oui, on travaille aussi avec nos partenaires du groupe là-dessus pour trouver les différentes synergies immobilières, les flux aussi en livraison. Je terminerai en indiquant que déjà Colissimo, l'année dernière, a baissé de 17% ses émissions de CO2 entre 2020 et 2019, avec cet accroissement de flux qui nous a permis effectivement de faire davantage de concentration. Et à l'échéance du projet qu'on a décrit en 2024, c'est plus de 80% d'émissions de CO2 en moins au colis, sur lequel nous aurons pu diminuer là-dessus, voilà, au profit de la collectivité. Merci, merci beaucoup Laurent. Donc Frédéric, Urbi maintenant, c'est aussi une solution de transport mutualisé de marchandises qui répond aux défis des difficultés de livraison dans les zones urbaines très denses, là où il y a des embouteillages, beaucoup de réglementations, tout ça, et du e-commerce de pondéreux, donc du lourd, matériel de fitness, tout ça, ameublement. Qu'est-ce que peut-être pour commencer, quelques mots sur Urbi? Merci Annette. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Urbi, c'est un opérateur qui est né en 2018 et nous sommes déjà présents dans 21 villes ou zones urbaines denses. Notre concept est basé sur la mutualisation. Nous avons des plateformes, des centres de mutualisation qui accueillent toutes les marchandises de nos clients. Nous les réceptionnons, nous les ordonnançons, nous préparons les tournées, nous allons distribuer dans les zones urbaines les produits mutualisés de nos clients à partir de véhicules à faible émission. Alors les produits, comme vous le disiez, ce sont des pondéreux, ce sont des produits qui sont supérieurs, grandement supérieurs à 15 kg, charge moyenne de plus de 100 kg. Nous livrons, en fait notre réseau est un réseau assez hybride, nous livrons quasiment 50% en to-B et 50% en to-C. Et puis en même temps que nous distribuons, nous travaillons beaucoup à ce qu'on appelle la mise en place de la river, c'est-à-dire l'enlèvement des produits de la ville qui doivent être distribués à l'extérieur, mais aussi nous nous spécialisons de plus en plus dans la collecte des recyclats, de manière à pouvoir permettre derrière soit le recyclage, soit le réemploi. Ok, et pour livrer en cœur de ville, est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques, j'imagine? Alors, Laurent a ébauché le sujet des ZFE, les zones à faible émission sont de plus en plus contraignantes. Cette réglementation va toucher à peu près une cinquantaine de métropoles dans les années à venir. Ça, c'est une première chose, et donc ça nous contraint à utiliser des flottes à faible émission. Quand je dis ça nous contraint, c'est même une opportunité d'offrir de nouveaux services et d'améliorer, outre le, comment dirais-je, bien sûr, notre impact sur l'environnement, c'est le service au client et de maîtriser les coûts par des méthodes et des services meilleurs. Dans ce cadre-là, nous avons développé aussi des ELU un petit peu spécialisés sur les pondéreux, où nous réalisons du drive, où nous livrons par exemple des clients type Ikea, Carrefour. Nous travaillons aussi sur du stockage de proximité, ce qui nous permet de faire de la préparation de commandes et du réassort de magasins ou directement de la livraison client. Et puis, une chose très importante, c'est qu'on a doublé notre flotte de vélos cargo en l'espace de 6 mois pour pouvoir répondre à cette capacité à livrer des pondéreux à nos clients, quels qu'ils soient. Ok, Frédéric, c'est évident. En fait, votre modèle est très vertueux. Mais comment on peut maintenant mesurer l'impact ? Et ça a été un sujet extrêmement important d'étude chez nous, c'est comment faire apporter la preuve de l'efficience de notre dispositif, puisque Urbi a été créé il y a 3 ans sur la promesse d'une qualité de service exemplaire, mais aussi d'un rendu RSE extrêmement optimal. Donc on a développé un outil digital de mesure d'impact, dont les enjeux sont la mesure, bien sûr, environnementale, des indicateurs sociétaux, et de développement durable. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que nous avons développé en fait un modèle qui nous permet de comparer le fonctionnement d'Urbi entre avant Urbi et après Urbi. Et donc, on mesure la performance opérationnelle, qualité de service, mais aussi notre impact sur l'environnement. Et nous sommes en train de déployer cette méthodologie sur l'ensemble des villes sur lesquelles nous sommes présents, grâce à une méthodologie qui a été auditée par un grand cabinet, KPMG, et qui nous permet de faire en sorte que cette méthodologie soit partagée avec nos clients. Donc c'est du sérieux et vertueux, bien évidemment. Merci beaucoup Frédéric.
Je me tourne vers vous, Paul Ambroise. Donc, vous êtes président de Pickup, le premier réseau de relais en France, et vous proposez un peu plus de souplesse aux acheteurs en ligne par le mode de livraison au moment de faire les courses, soit une livraison à domicile ou aussi en consigne au point retrait. Et l'objectif de ces propositions, c'est d'optimiser ces déplacements et limiter les nuisances liées à la circulation urbaine. C'est un bon résumé? C'est tout à fait ça, Annette. Exactement. Et en plus? Et en plus, c'est être capable, pour réaliser cette promesse, d'être toujours plus proche de chaque consommateur. Donc, pour ce faire, il faut que le réseau soit le plus capillaire, le plus large et le plus profond dans le pays possible. C'est à cet effet que nous sommes aujourd'hui un réseau de 17 000 points relais et consignes, avec une présence très dense dans les grands centres urbains également, permettant du coup aux consommateurs de récupérer leurs colis avec un moyen de transport doux, à pied, en vélo. Dans une ville comme Paris, je ne focus pas particulièrement sur Paris, mais pour vous donner un exemple, vous avez un point relais presque tous les 200 mètres dans une ville comme Paris. Donc récupérer son colis à pied, c'est très facile. Et donc ça permet justement de combiner... Moi, j'utilise beaucoup les relais. Et en termes de chiffre d'affaires ou croissance, c'est une activité qui croît? Alors, c'est une activité qui croît et qui génère sa propre croissance, puisque plus on est proche, plus on est pratique, et donc plus les gens nous utilisent. Donc, à titre d'indication, on a fait encore 20% de croissance l'année dernière, et nous prévoyons pour les 3 prochaines années une multiplication par 3 du réseau. Bon, je pense que tout le monde en rêve de ces chiffres. Pas mal. Paul Ambroise, donc vous avez une double casquette parce que vous êtes également président de Stuart. Vous proposez un suivi géolocalisé en temps réel de tous les colis transportés du point de retrait à la livraison, couplé à un système de notification. Alors, comment peut-on tenir une promesse de livraison green de bout en bout? Alors, en effet, j'ai la chance de travailler pour Stuart. Stuart est une entreprise qui est plus spécifiquement dédiée à la logistique urbaine. C'est un acteur de la logistique urbaine et du dernier et du premier kilomètre, dont le métier est de distribuer et de collecter des flux au départ des magasins, donc pour les enseignes retail, et au départ d'entrepôts urbains pour les gens qui font du e-commerce, avec un objectif et une promesse client qui est orientée sur la livraison sur créneau, avec des créneaux très précis, et qui a une mission qui est de décarboner et décongestionner, puisque dès le début, Stuart s'est appuyé sur une flotte qui est en 4 éléments, des piétons, des vélos, des remorques, et quelques véhicules GNV et électriques. Donc c'est une flotte qui est 100% green depuis le premier jour. Ensuite, décongestionner la ville, ça c'est un sujet qui est très compliqué. La ville est traversée par de très nombreux flux. Et pour décongestionner cette ville, Stuart s'appuie sur une plateforme qu'il a développée, dans laquelle il investit énormément, qui permet de combiner toutes ces natures de marchandises différentes dans un même geste et dans une même livraison. Voilà, titre indicatif, l'année dernière, on a fait à Paris 80 000 tonnes de courses alimentaires en vélo. Super. Donc, on a bien compris la dimension environnementale qui est au cœur de la stratégie de Stuart. Qu'en est-il du parti social, sociétal? Alors, évidemment, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Ouais. Voilà. Donc, sur la partie sociétale, c'est dans l'ADN de Stuart, puisque Stuart a très très vite rejoint le groupe La Poste, pour qui c'est une thématique centrale. Et donc, à ce titre, Stuart fait partie de ce qu'on appelle l'économie des plateformes. Et donc, il a un rôle de leader et de moteur à l'intérieur de cette économie dite des plateformes. Donc, dès le départ, Stuart s'est doté d'une équipe qui travaille en coordination étroite avec les équipes de l'engagement environnemental et sociétal du groupe La Poste. Donc, une équipe qui ne fait que ça. On a beaucoup travaillé, et ce, dès le début, sur les garanties offertes à nos livreurs à travers la mise en place d'une couverture de santé et prévoyance sur laquelle on était les premiers en Europe à développer ça. On a également développé des partenariats sur la formation. Donc on a à peu près en ce moment 300 livreurs qui suivent une formation qualifiante. On a cette année
22 livreurs qui suivent une formation diplômante pour devenir ingénieur informatique, de livreur à ingénieur informatique. C'est génial. Oui, il faut aller chercher les talents là où ils sont. Oui. Après ça, Stuart est également un gros partenaire du gouvernement pour travailler essentiellement sur 2 axes. La protection, on en a parlé, mais également le dialogue social, puisque dans l'économie des plateformes, nous travaillons activement à développer un modèle de dialogue social. Et ce travail est récompensé, puisque Stuart a pu rejoindre Impact France, qui regroupe les entreprises en France, qui travaillent essentiellement sur ces questions-là. En tout cas, bravo, parce que je pense que c'est assez exceptionnel dans l'économie des plateformes. Ce que vous avez dit, toutes ces formations, on peut devenir de livreur à informaticien. Bravo. Merci mille fois, c'est très gentil. Ces formations. Donc, on va regarder les questions maintenant qui sont arrivées sur le chat. Donc, comment allez-vous faire pour mutualiser le transport pour le reste de la France afin de livrer les grandes villes en véhicules verts? Je dirais que c'est une question pour vous 3. Si vous voulez bien répondre, qui commence? Je veux bien débuter, Annette. Alors, le modèle qu'on a développé tout à l'heure sur Paris, on a vocation bien sûr à le faire aujourd'hui sur les 27 grandes agglos, 35 demain. Tout à l'heure, Frédéric parlait peut-être d'une cinquantaine de métropoles. Avec des projets qui sont ambitieux. Je n'ai pas cité tout à l'heure, mais on a nous vocation aussi de s'installer dans un site historique pour le groupe La Poste, qui est la Poste du Louvre, là-dessus, qui dispose en sous-sol de surface très intéressante sur lequel on pourrait faire 5 arrondissements parisiens vraiment au cœur de Paris. Mais en tout cas, ce modèle-là, le groupe La Poste a vocation de le faire en synergie avec les différents partenaires sur l'ensemble des grandes métropoles. Allez-y. Sur ce sujet-là, Urbi n'est pas un transporteur. Par contre, il collabore pleinement en tant qu'opérateur du dernier et du premier kilomètre. Premier kilomètre est très important puisqu'il faut être en capacité de pouvoir collecter, enlever dans la ville, dans la zone urbaine, pour pouvoir mutualiser sur un centre de mutualisation. Et alors là, les transporteurs, plutôt que de rentrer dans la ville à vide, vont directement sur nos plateformes prendre des produits mutualisés, massifiés, et ainsi gagner du temps dans leur chaîne globale. Donc ça, c'est un axe extrêmement important de spécialisation pour Urbi, c'est d'être véritablement cet opérateur qui va drainer la ville et faciliter l'interaction entre les grandes chaînes de transport et puis l'activité égrenée pour les matières pondéreuses. Merci Paul-Ambroise, vous voulez rebondir? Alors notre stratégie pour atteindre les villes dans lesquelles, à l'intérieur desquelles nous agissons, comme on l'a vu, entièrement green, notre stratégie c'est de nous intégrer à travers des grandes chaînes de transport qui travaillent énormément leur décarbonation, notamment Colissimo. Et donc je vous invite tous à réclamer du Stuart chez Colissimo. Super, un grand merci à vous 3. Je pense que c'était une table ronde passionnante et très instructive. Merci encore. Et je pense qu'on a tous bien compris que les entreprises sont de plus en plus engagées dans le domaine de la RSE. La Poste, Colissimo, ses partenaires, ses clients également, ils vont tous dans le bon sens. Chacun se mobilise, les dirigeants, les collaborateurs. Mais qu'en est-il des citoyens? Est-ce que la société est vraiment prête à aller plus loin? Comment fédérer les parties prenantes autour de la RSE? Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Isabelle Autissier. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous rencontrer, de vous accueillir ici aujourd'hui. Je pense que tout le monde vous connaît, hein, mais quand même. Alors, j'ai dit navigatrice, vous êtes écrivaine, présidente d'honneur de WWF. Vous avez parcouru le monde et maintenant, votre objectif, vous mettez, je dirais, toute votre énergie à le protéger. Et vous dites souvent, le plus grand défi pour l'homme sera de vivre en harmonie avec son environnement. Et alors, c'est une question, je dirais, une question collective maintenant. Quelle est la place des entreprises?
La place des entreprises, elle est centrale, puisque aujourd'hui, dans notre économie, les entreprises, elles ont un rôle considérable. C'est tout ce qu'on achète et qu'on vend. C'est nous, en tant que citoyens, on passe notre vie soit à travailler au sein des entreprises, évidemment, soit d'en être les clients, en général. Les entreprises, elles ont une empreinte, non seulement elles ont une empreinte, je dirais, directe par la façon dont elles travaillent. On en a beaucoup parlé au cours de cette matinée, de tous les efforts qui sont faits, mais aussi par ce qu'elles suscitent chez leurs clients. En jargon scientifique, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement votre empreinte à vous en tant qu'entreprise quand vous produisez, mais il y a ce que vous allez déclencher, entre guillemets. Si vous vendez par exemple un produit qui est très émetteur de gaz à effet de serre, très polluant, vous allez susciter chez vos clients le fait qu'ils vont polluer avec cet objet. Mais l'entreprise aussi peut mobiliser les collaborateurs et peut aussi mobiliser des fonds. Comme on regarde les entreprises, c'est aussi la finance, par exemple. Oui, ça c'est un domaine sur lequel le WWF France en particulier travaille depuis maintenant pas mal d'années. On le sait bien, aujourd'hui, là où va l'argent, c'est là qu'il se passe des choses. Donc il faut que l'argent aille au bon endroit, et le bon endroit, c'est les endroits où on est en train de transformer notre économie. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour nous. Hein. Quand on dit se réconcilier avec sa planète, la planète durable, etc. Bon, la planète, c'est la planète. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est quand même, nous, de garder des conditions vivables sur cette planète. Donc, tout ce qui est ce qu'on appelle la finance verte, pour faire simple, là où on va l'argent, comment on contrôle que cet argent répond bien à des conditions environnementales et sociétales, ça, c'est considérable. Et donc, le groupe La Poste, comment vous voyez cet engagement? Vous avez suivi les échanges de ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'autant plus que le WWF est un partenaire historique, j'allais dire, du groupe La Poste depuis plus de 10 ans, je pense, maintenant. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de signaux d'espoir et de prise de conscience. Je pense que nous, de là où on est en tant qu'organisation non gouvernementale, on voit bien que c'est un sujet qui monte extraordinairement fort dans la société. On voit que les citoyens, parce qu'ils voient les dérèglements qui commencent à arriver, sont inquiets et veulent des solutions. Alors, il y a ce qu'on peut faire soi-même, ce qui n'est pas négligeable. Hein. On considère que c'est presque 30% de nos émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être résolues par nos comportements individuels. Mais après, il y a ce qu'il faut faire d'un point de vue collectif. Et dans le collectif, l'entreprise est extrêmement importante. Et je pense que les citoyens ont des exigences maintenant par rapport aux entreprises. Et les entreprises, tout à l'heure je disais, elles influencent leurs clients, mais elles influencent tous leurs fournisseurs et ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire les gens avant eux, la qualité, entre guillemets, des services ou des produits qu'ils vont proposer. Et donc, vous pensez qu'une entreprise doit être exemplaire dans ce domaine? Je crois qu'une entreprise, si elle veut survivre, elle n'a pas d'autre solution que d'être exemplaire. Il faut bien se mettre dans la tête que notre société, dans 20 ans, 30 ans et encore plus dans 50 ans, sera fondamentalement différente parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix que de faire diminuer notre empreinte carbone. C'est une question de survie pour nos sociétés. Donc, degré ou de force, on va y aller. Alors, il vaut mieux y aller degré, en se préparant à l'avance, en ayant des solutions, que de se retrouver dos au mur parce que la législation va devenir plus contraignante, parce que les clients vont se mettre à bouder ci et ça. Et là, on n'est pas prêt et on a des mauvaises solutions. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris ça. Leur survie passe par l'adaptation, la projection sur ce que vont être les conditions de vie et de développement dans quelques dizaines d'années. Mais on voit quand même des mouvements, il y a des changements, il y a des engagements dans la RSE maintenant. Est-ce que vous considérez on va dans le bon sens ou est-ce qu'il faut encore accélérer? Parce que voilà, c'est... Les deux, mon capitaine. Bien sûr, ça va dans le bon sens. Et encore une fois, nous, de là où on est frappé par le fait que, par exemple, les services RSE dans les entreprises sont devenus beaucoup plus structurés. Vous savez, avant, c'était 4 ou 5 personnes qui étaient plutôt rattachées à la com, on va dire, à la communication. Aujourd'hui, voilà, c'est des gens qui prennent les choses en main. Et puis, au plus haut niveau des entreprises, moi, je vois les échanges que j'ai avec les grands patrons. Il y a une vraie prise de conscience de toutes ces questions. Il y a une demande des salariés qui veulent être fiers de leur entreprise, qui veulent que ça aille dans le bon sens. On le voit bien avec les jeunes. Il y a une demande, voilà, qui cherchent ça. Il y a une demande des clients. Donc tout ça pousse dans le bon sens et il y a des belles opportunités qui sont en train de se créer. Maintenant, si on considère le pas de temps, il
il faut encore sacrément accélérer. Hein. Ouais. Si on veut, rien qu'au niveau de l'Union européenne, qui considère qu'en 2030, il faut avoir diminué de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90, on en est encore loin. La loi qui se discute aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça va nous amener sur peut-être 15, peut-être 20%. Donc on est encore loin du compte. Donc il faut vraiment encore accélérer. Bien sûr. Et vous, par exemple, personnellement, parce que ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est vraiment la communication. Est-ce qu'on est vraiment au courant de la RSE, ce qui se passe dans les entreprises? Vous achetez en ligne, vous faites attention, par exemple, que ça soit une livraison durable, dans le respect Moi, je fais très attention. Il y a quelques marques que je boycotte. Une célèbre marque dont le nom commence par un A, par exemple. Oui, je trouve que ça, c'est un petit jeu qui est assez amusant à faire et que moi, je me suis appliqué à moi-même. Vous commencez à tirer les fils d'un comportement plus, entre guillemets, vertueux, mais aussi plus agréable. Et vous regardez la nourriture, l'alimentation, les déplacements, les commandes à distance. Ben voilà, moi, je préfère passer un coup de fil ou un mail à mon libraire et lui commander un livre que je vais chercher. Du coup, je bavarde 5 minutes avec lui et c'est beaucoup plus agréable que de commander sur certaines plateformes. Et quand je commande à distance, ce qui m'arrive aussi, c'est vrai que je regarde. Je regarde un peu, je sais que voilà, il y a certaines chaînes de livraison qui sont mieux que d'autres. Et je sais que pour moi, ça paraît rien, moi toute seule, mais je ne suis pas toute seule, justement. Et on est des millions aussi en France à se poser ce genre de questions. Oui, et 92% des Français commandent en ligne. Il y a des milliards. Les chiffres sont tellement énormes que si chacun faisait attention... Et au WWF, on a une petite formule qui dit « on est tous le problème, mais on est tous la solution ». Donc oui, on est tous la solution et on voit bien comment... Les comportements individuels, en dehors de quand ils sont multipliés, ça a un vrai impact. C'est aussi un signal, aux entreprises, éventuellement au pouvoir politique, de dire nous les citoyens on veut que ça change, nous les consommateurs on veut que ça change. Et donc ça va renforcer celles qui commencent déjà à bien faire, ça va les encourager, ça va les valoriser, et ça c'est bien, elles ont un plus. Et puis éventuellement ça va décourager les autres. Bien sûr. J'aimerais bien aborder avec vous aussi le sujet de la biodiversité. 2020 était l'année de la biodiversité et je sais que la WWF est très engagée sur ce sujet. La biodiversité est en train de disparaître, mais c'est d'une manière silencieuse. Oui, parce que les animaux ne votent pas. Oui, et c'est très grave. Le WWF a été construit au départ sur cette question de la protection de la biodiversité parce que nous n'existerons pas en tant qu'espèce, nous faisons partie de ce qu'on va appeler la nature et nous n'existerons pas tout seuls. Nous avons besoin d'une grande diversité de plantes, d'animaux, de virus, de bactéries, de champignons, de vers de terre, de tout ce que vous voulez. Et c'est plus il y a une richesse et une variété, plus c'est solide. Il vaut mieux avoir 1000 pattes qu'une. Vous tenez mieux en équilibre. Et donc on voit que la biodiversité s'écroule. Le WWF le montre. Depuis 40 ans, nous avons perdu plus de 60% des vertébrés sauvages. Donc c'est absolument monstrueux. Et ça va nous revenir en boomerang pour l'agriculture, pour l'épuration des eaux. Vous savez, par exemple, la moitié de l'oxygène que vous respirez, il vient du plancton marin. Si ce plancton est déstabilisé et que du coup il fournit moins d'oxygène, eh ben, c'est directement nous qui allons être impactés. Mais en fait, ça paraît loin des entreprises. Mais qu'est-ce que les entreprises peuvent en faire? Alors, on est en train de construire des indicateurs. On a déjà, sur la question du carbone, on a des indicateurs maintenant relativement simples. C'est vrai que c'est plus facile de compter les kilowatts, les tonnes de carbone, les choses comme ça. Sur la biodiversité, c'est plus compliqué. Mais par exemple, les produits que vous avez dans votre smartphone viennent pas de n'importe où. Ils viennent de mines. Ces mines, qu'est-ce que c'est? Comment elles sont gérées? Est-ce qu'elles polluent complètement les rivières alentours et les habitants et qu'elles détruisent la nature ou pas? Toutes ces questions-là, on est en train de les chiffrer de manière plus simple pour que les entreprises puissent avoir accès. Par exemple, il y a une question au WWF qui est très sensible pour nous, c'est ce qu'on appelle la déforestation importée. Quels sont les produits que nous importons en France ou en Europe, au nom desquels
on va couper la forêt amazonienne ou la forêt dans le sud-est asiatique. Et ça, c'est des choses qu'on peut mesurer. On peut concrètement dire tel produit, telle production qui vient de telle mine, qui vient de telle agriculture intensive, ça détruit la forêt. Et quand nous importons ces produits-là, alors nous sommes responsables de la déforestation de ces endroits-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les entreprises vont pouvoir intégrer dans leur logique RSE au fur et à mesure. Donc il faut mesurer, il faut des indicateurs pour avancer. C'est indispensable, d'abord parce qu'on a besoin de savoir de quoi on parle, parce que sinon c'est impossible. Et puis il faut se donner un chemin. On ne fait pas au dernier moment ce qu'on devrait faire 10, 15 ou 20 ans à mettre en place. Donc il faut se donner un chemin avec des repères, et pour avoir ces repères, il faut pouvoir les mesurer. Mais par exemple, la biodiversité, je trouve, on a entendu des alertes. Il y a des alerteurs et tout, mais est-ce qu'on les prend vraiment au sérieux? Est-ce qu'il ne faut pas, là aussi, accélérer? Oui, alors c'est toujours le combat du WWF. Ça a été le combat pour le climat, et je pense que maintenant, ce combat est quasiment gagné. C'est-à-dire que ça y est, tout le monde a compris que c'était ultra dangereux, le dérèglement climatique. On est en train de faire le même travail sur la biodiversité. Ça prend un peu plus de temps parce qu'on est parti plus tard. L'organisme international, par exemple, de recherche, il a été créé qu'il y a quelques années, alors que le GIEC pour le climat, ça existe depuis 40 ans. Donc on n'est pas sur le même pas de temps. Mais on se rend compte, et il y a là aussi beaucoup d'entreprises, si on prend tout le secteur, par exemple, agricole et alimentaire, ce qui est considérable, ce qui est notre nourriture, eux, ça y est, ils ont compris que c'était un vrai enjeu. Donc petit à petit, on y arrive. Mais c'est plus nouveau. Et là aussi, le rôle du WWF, c'est d'accompagner les entreprises sur ce chemin-là. Et comment voyez-vous l'engagement des collaborateurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? D'abord, dans l'ensemble, les collaborateurs sont très enthousiastes pour faire quelque chose. Donc, je crois que d'abord, il faut multiplier les échanges de connaissances, parce qu'on dit aussi beaucoup de bêtises sur ces sujets-là. Donc, il faut multiplier l'échange des connaissances. Il faut aussi multiplier... Et comment, justement, concrètement? En faisant, par exemple, ce qu'on fait ce matin, mais en faisant parfois aussi des réunions à plus petite échelle, à l'échelle d'un lieu de travail, par exemple, en débattant, en faisant venir des gens. On a aujourd'hui, évidemment, tous les moyens, que ce soit l'Internet, les chats, etc. Donc en s'informant. Et puis, en recueillant les avis, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des bonnes idées. Et là aussi, on peut mutualiser des bonnes idées, des processus, soit des idées qu'on a en tête, soit ce qui se fait à côté ou dans une autre entreprise. On a eu des entreprises, là, par exemple, qui proposaient beaucoup de choses. Donc voilà, je crois que les idées, elles naissent aussi parce qu'elles tournent, parce que chacun y amène. Et puis, il ne faut pas hésiter à essayer. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une réussite. Mais c'est-à-dire essayer, proposer des projets Voilà, proposer des projets, se dire, tiens, là, on a par exemple tel collaborateur ou groupe de collaborateurs qui propose une idée, on en discute, ça paraît intéressant, on va essayer sur, je sais pas, 6 mois, 1 an, on va mettre en place quelque chose, et puis on va apprendre et on va progresser. Parce qu'évidemment, 100% des gagnants ont joué. Donc si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça marche. Et puis peut-être qu'on va voir que tiens, ça ne marche pas tout à fait bien, mais on peut faire voilà. Et on va réussir. Et justement, vous accompagnez les entreprises dans cette démarche. Vous venez, vous tenez des. Alors c'est une spécificité du WWF en tant qu'association environnementale de travailler dans l'ensemble avec les entreprises parce qu'on a identifié que c'était un secteur clé. Donc oui, on travaille avec beaucoup d'entreprises justement pour les soutenir, pour les aider sur ce chemin-là, pour les aider à avoir des objectifs ambitieux aussi, parce que voilà, des fois c'est difficile de situer la barre, on se dit on va faire quelque chose, puis en fait c'est bien, mais enfin c'est très mineur. Donc nous, comme on connaît ces questions-là, on est à même de les accompagner sur des vrais objectifs, en disant attention, il y a ça, mais ça serait peut-être mieux parce que vous, votre empreinte, elle est là. Bien évidemment, je pense qu'on a besoin de personnes inspirantes comme vous, mais c'est vrai, chaque collaborateur, c'est aussi un citoyen. Et donc, si chacun contribue, ça peut donner quelque chose de grand. Mais oui, là aussi, de manière un peu... on dit qu'on a 2 cartes dans notre jeu, la carte de crédit et la carte d'électeur. Donc, mais je rajouterais peut-être aussi cette dimension entreprise. On travaille tous quelque part. Et donc, là où on travaille, on peut vraiment avoir une influence.
Formidable, merci beaucoup pour cet échange. Et maintenant, je donne la parole à tous ceux qui nous écoutent parce que je pense qu'ils nous ont envoyé quelques questions. Alors, pourquoi la France est-elle en retard par rapport aux autres pays européens ? Alors, en retard, ça dépend de quoi on parle. Il n'y a pas de pays européen qui soit exemplaire sur la question du carbone. On a tous promis des très belles choses en 2015 au moment du sommet de Paris. Il n'y a pas un pays qui tient ses engagements en Europe. En France, on est, c'est vrai, assez mauvais sur cette question, parce qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Parce qu'on n'est pas assez ambitieux. On se donne des très beaux programmes. On a fait l'État français a fait des projections, des programmes. Et puis, on s'aperçoit qu'on ne les tient pas. Et je vais prendre juste un exemple parce que WWF a beaucoup travaillé là-dessus. 35% de notre empreinte carbone en France vient du transport, des voitures. On voit que les SUV est un type de voiture beaucoup plus consommateur et beaucoup plus émetteur de gaz à effet de serre qui explose. Et on n'est pas fichu en France de simplement demander à ce qu'il n'y ait pas de publicité pour ces produits-là. Enfin, sans parler d'essayer de faire diminuer pour faire monter d'autres types de véhicules. Donc ça, c'est un problème de législation. Mais la publicité, ça passe peut-être par la portefeuille. La publicité, c'est extrêmement important. Oui, bien sûr, ça passe par le portefeuille, mais on peut faire de la publicité qui va encourager les entreprises à travailler avec des produits qui vont dans le bon sens. Moi, je préfère, si je reprends cet exemple, qu'on fasse de la publicité pour les voitures électriques ou pour les vélos ou pour voilà, plutôt que pour des voitures qui n'offrent pas plus de services et qui sont plus destructrices de l'environnement. Donc voilà, la question n'est pas, il n'y a absolument pas question d'interdire la publicité. Ça fait partie de nos vies. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. Oui, bien évidemment. Je me permets de rebondir sur la question. En fait, est-ce que vous pensez que ça se passe plus surtout sur un niveau européen ou vraiment français, chaque pays? Parfois, on a le pacte vert. On a la chance d'avoir l'Union européenne qui nous donne un peu de poids au niveau international. Sinon, la France toute seule ne serait pas grand-chose. Et aujourd'hui, on a quand même une ambition européenne qui est assez forte. J'y faisais allusion tout à l'heure, récemment. Donc l'objectif, c'est moins 55% en 2030. Bon voilà, c'est bien. Et il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table au niveau européen pour aider les entreprises, pour aider les citoyens. Donc heureusement qu'on a l'Europe pour nous tirer en avant. Et on y participe. La France est un des grands pays européens. Donc ça, c'est une mécanique qui est plutôt bien et qui fonctionne pas trop mal. Maintenant, la difficulté, c'est parfois de traduire en France ce qu'on a décidé de faire au niveau européen. Un grand merci Isabelle pour votre temps. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous. On aimerait bien continuer encore un petit peu, mais voilà. Merci, bon courage à toutes et à tous. Merci. Et maintenant, il est temps de conclure cette matinale et je rappelle Laure Mandaran et Benoît Huc. Bon, je dirais, quelle belle première matinale, je pense, avec des échanges très riches. Donc, Laure, si j'ai bien compris, maintenant, tout le monde s'y met avec vous, à vos côtés, et s'engage. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelque chose à annoncer? Oui, effectivement, on a parlé de compensation carbone. Il s'avère qu'on a aujourd'hui 29 projets de compensation carbone en France que la Poste soutient dans le domaine de l'agriculture ou de la forêt. Et on a eu envie, en préparant cette matinale, de vous associer, vous, les clients qui nous regardez ce matin, pour choisir ce 30e projet qui constituera le portefeuille de projet France de Colissimo et de la Poste. Et vous recevrez prochainement, je pense dans les prochains jours, des informations sur un panel potentiel de projets et vous aurez la possibilité d'exprimer votre coup de cœur. Et ce sera le projet plébiscité qui viendra enrichir notre programme Climat Plus Territoire. Donc on est ravis puisque l'enjeu c'est le partage, c'est aussi la capacité à se donner envie d'agir et donc on compte sur vous. Super, belle initiative, merci. Alors donc j'ai découvert que la Poste Colissimo est vraiment une entreprise engagée et engageante. Alors maintenant Benoît pour conclure.
Je suis ravi d'avoir partagé cette matinée avec vous. J'espère qu'il en est de même de votre côté. Laure le disait à l'instant, le partage est clé. C'est ce qu'on essaie de faire en partageant nos idées, nos initiatives, nos résultats, nos expériences. C'est aussi la force de ce marché e-commerce que de le partager. Je tiens à remercier également infiniment nos 2 clients, Cdiscount, Maxi Coffee, Caroline, Emmanuel, Isabelle Autissier aussi pour sa amicale participation et tous ceux qui ont participé aujourd'hui à cette émission-là. Je vous donne rendez-vous dans un mail que vous allez recevoir assez rapidement, dans lequel vous pourrez voir en replay l'émission. Vous aurez également un book qui résumera les principaux thèmes abordés aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas de rentrer en communication avec votre commercial préféré pour aller plus loin dans l'échange et dans la discussion. Super, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup pour votre attention et votre contribution avec les questions. C'était un grand plaisir d'avoir été avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et vous partez avec beaucoup d'informations utiles. Donc, voilà, on se retrouve, j'espère, bientôt en vrai. Donc, à très vite. Bonne journée. Bye bye. Colissimo, un service de la Poste.